Bonsoir à tous, bienvenue dans ce principal bulletin de l'information dont voici les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la troisième séance du Conseil des ministres. Dans l'actualité internationale, un partenariat renouvelé malgré les divergences, c'est ce qui concerne également l'Union européenne et l'Union africaine dans le sommet. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la troisième séance du Conseil des ministres qui était la première question est relative à un projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées suivant le mot du compte rendu, notamment que nous est fait par le porte-parole du gouvernement par intérim, Ali Hassan Badan. Sous la présence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 22 février 2022 la troisième séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Le projet de loi a pour objet de protéger et de promouvoir les droits des personnes handicapées. En effet, notre pays a enregistré au cours de ces 10 dernières années des avancées significatives en matière de promotion et de défense des droits des personnes handicapées et a ratifié la quasi-totalité des instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'homme. L'engagement envers cette question s'est notamment illustré à travers la promulgation de la loi numéro 207, Assemblée nationale 2017, 7e législature, relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux, qui a pour principal objectif de définir les intérêts de ces derniers et de leur permettre d'user pleinement leurs droits. Cependant, le cadre institutionnel et législatif de la loi numéro 207 s'est avéré incomplet et a nécessité une harmonisation avec les dispositions de la Convention ratifiée en 2010. Ce projet de loi précise encore davantage les différents droits dont les personnes handicapées doivent jouir et définit aussi les modalités leur garantissant une jouissance effective à travers les engagements que l'État a pris pour améliorer l'inclusion de cette catégorie de la population dans la société et faciliter leurs conditions socio-économiques. Cette modification du texte législatif de 2018, créant l'Agence nationale des personnes handicapées, s'inscrit dans le cadre des actions prévues par la stratégie nationale sur le handicap. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Projet de loi portant approbation du compte financier de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2019. Les comptes financiers 2019 sont arrêtés en produit à 31 milliards et en charge à 30,7 milliards et dégagent ainsi un bénéfice de 260 millions de francs Djibouti. En 2019, la SIHD a procédé à une révision dans sa structure des prix, ce qui a touché principalement le gasoil. Les mesures entreprises par cette société ont permis à l'établissement de continuer sa bonne gestion et de parfaire la maîtrise de sa stabilité financière pour permettre de poursuivre son programme de développement dans toute la chaîne de l'activité pétrolière. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2020. Les comptes financiers sont arrêtés en produit à 19,8 milliards de francs et en charge à 19,3 milliards et dégagent ainsi un résultat de plus de 563 millions de francs Djibouti. La Société internationale des hydrocarbures réalise en 2020 un volume de vente de 251 507 métriques tonnes, dans un contexte de baisse du prix du baril de plate, conséquence du Covid. La baisse du volume conjuguée à une baisse de frais de stockage et de débarquement et s'est traduit par une hausse du résultat par rapport à l'exercice 2019. Malgré la crise mondiale, la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti a poursuivi son programme de diversification sur toute la chaîne de l'activité pétrolière, tant en amont qu'en aval, surtout dans le secteur du transport, du stockage et du raffinage des produits pétroliers. Ministère de la Santé. Projet d'arrêté portant la création du comité en charge de l'organisation et du suivi du symposium de la santé. En 1999,
par la loi numéro 48 portant orientation de la politique de santé qui marque un tournant historique dans l'organisation du système de santé tunisien. Il a été consacré le droit à la santé et qui repose sur des principes fondamentaux d'équité, de justice, de solidarité, de participation de la population et de la société civile. C'est dans cette dynamique que notre pays s'est doté d'un cadre stratégique de développement sanitaire sous la forme, dans un premier temps, d'un plan directeur décennal de développement pour une période allant de 2002 à 2011, puis de 5 plans nationaux de développement successifs de 2002 à 2020. En 2014, le président de la République a procédé au lancement de l'une des plus ambitieuses et emblématiques réformes de sa politique sociale, l'assurance maladie universelle. Par la mise en place de cet instrument, le chef de l'État souhaitait réactiver la chaîne de solidarité nationale et jeter les bases de ce qui permettra d'entamer la refonte complète et en profondeur de notre système de santé. À cet effet, le ministère de la Santé souhaite lancer une vaste consultation publique intitulée Symposium de la santé sur tout le territoire en impliquant les citoyens, les acteurs du terrain, les partenaires techniques et financiers. Et ce, afin de discuter et faire émerger des réformes d'ampleur en vue d'atteindre la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030. Le présent projet d'arrêté avait donc pour objet la création des comités en charge de l'organisation et du suivi du symposium de la santé, qui a pour mission de fixer les objectifs, les résultats, les méthodologies retenues pour le symposium, identifier les différentes étapes du symposium et mobiliser les moyens de se mettre au terme de l'exercice un rapport du symposium. L'adoption de ce projet permettra de garantir le succès de la mise en œuvre du symposium de la santé. Ensuite, le Conseil s'est penché sur les autres points abordés dans le Conseil des ministres. Le point nous est fait toujours par le porte-parole du gouvernement par intérim, Ali Hassan Badoun. Communication. En fin de séance, le ministre de l'Intérieur a fait une communication sur la préparation des élections régionales et communales et indique que le processus d'organisation des élections régionales et communales est bien avancé et que le premier tour du scrutin est prévu le vendredi 11 mars 2022. Il précise que le nombre de bureaux de vote reste identique à celui du découpage électoral de 2021, donc égal à 529 bureaux de vote. Il a rappelé aussi, conformément au texte réglementaire en vigueur, que la liste électorale est celle de 2021 avec un nombre de 215 687 électrices et électeurs inscrits. Il souligne que les listes ont été déposées et clôturées au niveau des différentes préfectures le 5 février 2022. Ainsi, il ressort des dépôts de candidatures que 3 listes sont présentes, à savoir 2 listes indépendantes, Wadani Assadjoub et Développement de Justice, et la liste de l'UMP. Il a informé le Conseil des ministres que les membres de la commission électorale régionale seront installés et prêteront serment le jeudi 24 février 2022 en présence du Conseil constitutionnel. D'autre part, il indique que la Commission nationale de la communication a déjà débuté ses travaux et la campagne débutera le samedi 26 février 2022 à 0 heure et prendra fin le jeudi 10 mars 2022 à 0 heure. Enfin, il souligne que toutes les dispositions sont prises pour une organisation efficiente et transparente du scrutin. Enfin, le ministre de l'Intérieur a tenu à rappeler à la population que ces élections constituent un enjeu majeur et dans cet événement, il sera question d'élire les personnes qui seront amenées à gérer leur quartier en participant à la propreté et à la sécurité tout en rapprochant l'administration de l'administré. Enfin, le ministre de l'Intérieur exhorte la population à militer lors de cette campagne dans le respect de l'ordre public et à faire preuve de sagesse tout au long de la campagne et des jours du scrutin. Le ministre des Affaires musulmanes et bien Worf a fait un compte-rendu sur sa participation à la 32e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques qui s'est tenue du 12 au 13 février en Égypte. La jeunesse et de la culture a fait un rapport sur la semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles qui s'est déroulée du 13 au 21 février 2022. Les objectifs ont été valoriser les artistes et leurs arts,
soutenir les artistes, reconnaître la valeur des langues maternelles, identifier les périls qui les menacent dangereusement et détecter et appuyer les jeunes talents dans tous les arts. Au cours de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles, plusieurs activités ont été réalisées, notamment une exposition photographique rétrospective des artistes et des arts de la scène des années 40-50 jusqu'à 1980. 2 conférences sur les théâtres et contes, comptines et légendes, et des activités culturelles et de promotion des langues maternelles ont également eu lieu. Je vous remercie. Et nous allons à Arta, dernière étape de la tournée de proximité du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. En effet, après Dikil Alissabi Obok, Tadjoura, c'est au tour d'Arta d'accueillir le Premier ministre. Eh bien, à son arrivée, le Premier ministre était à la tête d'une importante délégation ministérielle composée entre autres du ministre délégué chargé de la décentralisation, du ministre de l'énergie, de celui du budget et celui de l'intérieur. Ce déplacement intervient dans le cadre d'une tournée qu'il effectue dans les régions de l'intérieur du pays, une visite de proximité qui s'inscrit dans le cadre de l'action gouvernementale. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional, Elmi Bouh, des parlementaires. Une fois arrivé au lycée hôtelier d'Arta, une aide d'honneur a été formée en l'honneur du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui était accompagné, rappelons-le, des membres du gouvernement qui ont rencontré le haut cadre des services déconcentrés de l'État dans cette région. Cela a été l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement du processus de décentralisation, de s'enquérir en même temps de la situation de nos compatriotes vivant dans les régions de l'intérieur du pays. S'en est suivi une série d'échanges qui s'est tenue notamment en présence du Premier ministre. Les membres du gouvernement se sont directement entretenus avec les services déconcentrés et la population de la ville d'Arta. Ces discussions de concertation dont les membres du gouvernement ont suivi avec attention s'inscrivent dans le cadre d'une perspective de renforcement du développement des régions de l'intérieur, de renforcement également de la déconcentration des services en passant par l'amélioration du niveau de vie de leurs populations respectives. Cette journée dans la région d'Arta, eh bien, le Premier ministre n'a pas manqué donc de souscrire à un double objectif. Rappelons-le, il s'agit d'une part pour lui d'évaluer la déconcentration des services et la portée de l'action entérinée dans ces contrées et en même temps d'enregistrer directement les aspirations nouvelles de nos compatriotes des régions de l'intérieur aux fins d'éventuel recadrage et d'adoption de politiques conformes à leurs besoins réels et légitimes. On s'est fait réaliser en 2020, c'est-à-dire un terrain de football muni de sport pour les jeunes. Et le deuxième projet, c'était la réhabilitation totale de siège de la décentralisation du conseil régional, car depuis sa construction, rien n'a été fait, les structures ont été bâties, justice et tout a été remis en état. En ce qui concerne en 2021, trois projets ont été retenus. La construction d'une gare routière à Arsa, et dont la bosse de dire, si vous avez le temps, vous allez bosser maintenant, puisque l'argent est pris par le don de l'Union européenne. Et à l'issue de cette rencontre, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêtent ces dernières étapes dans les régions de l'intérieur du pays pour constater, a-t-il dit, de visu les conditions de vie de ces populations.
Je vous remercie. C'est notre dernière étape que nous avons effectuée dans les 5 régions. Nous avons récolté effectivement des informations qui sont très importantes pour nous, que nous allons prendre ça en considération et nous allons les corriger en effet. Premièrement, ce n'est pas encore au niveau de la décentralisation. Nous sommes au niveau de la déconcentration des services. Cette déconcentration des services n'est pas effective encore dans les 5 régions. Les mêmes doléances, les mêmes problèmes se sont posés à Arta, comme à Obok, comme à Dikil, comme à Tadjoura, comme à Ali Sabié. Donc c'est les mêmes choses. Et nous allons y remédier très rapidement. Et nous allons revenir. Pourquoi à chaque fois j'ai demandé quelle est la réaction de la population? Parce que les services déconcentrés, ils disent oui, nous avons tout. Mais la population a dit la vérité. Le véritable challenge pour nous, c'est d'y remédier à toutes les questions qui ont été posées. Non, c'est un processus qui va se faire petit à petit, étape par étape. Et nous allons y arriver. C'est la feuille de route du gouvernement. Et Arta, toujours, s'en est suivi ensuite une série de plantations d'arbres où les officiels, accompagnés notamment à leur tête le Premier ministre, ont planté chacun un arbre pour l'occasion. Mohamed a été le premier à planter un arbre à l'occasion de sa visite dans la région d'Arta. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la politique de décentralisation, une délégation conduite par le ministre de la Justice chargé des affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Badon, s'est rendue dans la journée d'hier, 21 février, dans la région de Dikil, pour lancer le processus de décentralisation des services de la justice dans les régions sud du pays. En effet, le reste de la délégation ministérielle était composé du futur procureur de la République des régions sud, installé à Dikil, du président du tribunal de première instance des régions sud toujours, du futur président du tribunal de statut personnel de Dikil, du responsable du projet de construction du tribunal, Hussein Abdullahi, inspecteur, et enfin M. Mahmoud Hassan Saïd, conseiller technique. Objectif recherché de cette mission est d'introduire tout d'abord les nouveaux magistrats des régions, d'identifier les sites qui peuvent accueillir provisoirement le tribunal régional qui couvre les régions d'Ali Sabié et Dikil. Inspecter également l'état de la prison de Dikil et le terrain alloué au ministère pour le futur tribunal régional par la préfecture. Accueilli et reçu à la résidence par le préfet Aden Moussa Darar, la délégation conduite par le ministre s'est entretenue avec les autorités locales sur les objectifs de la mission du ministère, l'analyse des besoins de la population en matière de justice, ainsi que le projet ministériel de la justice dans les régions sud et sud, dans l'esprit de rapprocher l'administration judiciaire et pénitentiaire aux administrés des régions, notamment de Dikil et d'Ali Sabié. Ensuite, le ministre de la Justice a expliqué que toutes les affaires judiciaires concernant la région d'Ali Sabié et de Dikil sont désormais du ressort du tribunal de Dikil, en expliquant qu'il faut avoir confiance en la justice, s'abstenir des interférences. Il a ensuite terminé son allocution par l'introduction de 3 magistrats qui seront bientôt en place à Dikil, une fois les locaux du tribunal meublés, équipés des matériels nécessaires pour le travail.
Et après la réunion avec la communauté, cette délégation ministérielle a visité les locaux du bureau du Madoum de la ville de Dikil, qui n'a pas manqué de présenter au ministre sa méthode de travail, ses différents dossiers, les difficultés rencontrées dans l'exercice de sa fonction, notamment dans les domaines des divorces. Par la suite, cette délégation a entrepris une inspection de la prison de Dikili. Un édifice en très bon état, d'une capacité de 80 détenus, mais qui a juste besoin d'un certain aménagement pour être opérationnel. Dans la foulée, ce sont les locaux proposés par le préfet pour accueillir provisoirement le tribunal qui ont fait l'objet d'une visite d'évaluation par la délégation qui a affiché son entière satisfaction. En effet, le préfet a choisi pour installer provisoirement le tribunal du Sud, un site unique et authentique en son genre, qui est une première en République de Djibouti. Il s'agit d'un bâtiment financé personnellement par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, destiné à accueillir les Uqal pour tenir les séances ou les audiences de la justice pastorale, pour ne pas dire coutumière. Et enfin, la tournée du ministre s'est terminée par l'inspection du terrain alloué au ministère destiné à la construction du futur palais de justice régional de Dikil, ainsi un terrain de 3500 mètres carrés situé à l'entrée de la ville a été alloué au ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Dans l'actualité également, et sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Hassowe, le Palais du Peuple a abrité le lancement du Forum national de la culture. L'événement marque ainsi le point d'orgue d'une synergie participative durant toute la semaine. Les participants à ce forum, des représentants, des cadres, des panélistes issus de plusieurs ministères, des experts, des personnes notamment faisant partie du ministère de la Jeunesse et de la Culture, les membres d'ONG, les mouvements associatifs, des élus locaux, les notables, des jeunes passionnés par le arts et notamment le 7e art. Dans son mot d'ouverture, Madame Dr Hibo Moumine a mis en exergue l'importance que revêt le forum, marquant ainsi l'aboutissement d'intenses échanges, et a souligné que les recommandations qui en sortiront sont très attendues avant de déclarer ouverts les 8 ateliers programmés. Et prenons la parole à cette occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Hassowe, a félicité tout d'abord l'ensemble des participants du forum dans le cadre, a-t-elle dit, du développement culturel en République de Djibouti. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture du Forum national de la culture, qui est l'un des temps forts des activités programmées dans le cadre de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles, qui a débuté le 13 février 2022 et dont la clôture est prévue demain, Inch'Allah. À cet effet, je voudrais réitérer et adresser à tous les participants ici présents qui vont nous rejoindre donc du présent forum, venus de partout, la cordiale bienvenue à Djibouti et ici surtout au Palais du Peuple. Je saisis cette occasion pour renouveler mes remerciements à mes collègues du gouvernement dont la franche collaboration a permis de désigner de représentants ministériels à ces forums. J'adresse mes chaleureuses salutations à toutes les personnalités qui rehaussent de leur présence ces forums, traduisant ainsi les grands intérêts qu'elles portent aux questions touchant à la culture et à tous ses secteurs et domaines: patrimoine, art de la scène, art visuel, édition, mode, cinéma, audiovisuel, les domaines transversaux comme l'éducation, la formation, l'investissement, le numérique. Donc nous espérons que les différents ministères qui nous ont accompagnés toute la semaine sont aujourd'hui ici représentés. Je voudrais aussi saluer l'accompagnement du PNUD et de ses représentants, mais aussi tous les autres partenaires
des institutions publiques et privées, et surtout les membres et les personnalités des associations de la société civile qui se préoccupent aussi du développement de la culture. Je salue en particulier l'ensemble du personnel du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui ont travaillé ou qui travaillent et qui continuent à travailler sur ces forums d'actualisation et de contextualisation de la politique culturelle nationale qui arrive à point nommé. Et direction le Maroc, où notre ambassadeur Mohamed Dour Hersi a remis hier, 21 février, les lettres de créance à l'ambassade en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume du Maroc. Eh bien, les lettres de créance ont été remises à M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine des Marocains résidant à l'étranger. Lors de cette rencontre, le ministre Nasser Bourita et l'ambassadeur Mohamed Dour ont discuté des relations étroites fraternelles qui unissent les deux pays. Ils ont également réaffirmé leur volonté à œuvrer ensemble pour développer davantage les voies et moyens de renforcer également les relations de coopération entre les deux pays frères. Et cette déclaration du colonel Ahmed Daher, chef d'état-major de la marine, je le cite, suite aux directives émanant du haut commandement des forces armées djiboutiennes et en ma qualité de commandant en chef de la marine djiboutienne, j'ai l'honneur d'annoncer le lancement officiel de l'opération Ghassan durant laquelle la marine nationale déploiera sa flotte. Il s'agit donc de la mise en œuvre de nouveaux bâtiments de guerre ayant renforcé nos qualités de surveillance et d'intervention. Ceci fait suite à une série de formations qui se sont déroulées depuis l'acquisition des nouveaux matériels. Objectif ultime de cet exercice est de démontrer nos capacités de dissuasion, de défense afin d'écarter toute action ennemie pouvant nuire aux intérêts du pays. Et ce, dans le domaine du transport maritime. Vu la position géostratégique dont bénéficie notre pays, la marine djiboutienne se doit d'assurer l'intégrité, la souveraineté, la stabilité de nos eaux territoriales contre toute menace étrangère. De ce fait, de cette opération découlent de nombreux objectifs tels que la démonstration des forces de dissuasion, lutte contre les activités illicites en mer, la médiation des capacités, notamment opérationnelles, de la marine, et ce pour renforcer la sécurité du corridor maritime, ainsi des unités en nombre de 6 participeront à cette opération dénommée Ghassan. Il s'agit à la fois d'exercices d'entraînement et des équipages pour les différentes manœuvres hommes à la mer, ravitaillement en mer, prise du coffre, mouillage, mise à l'eau et récupération des embarcations d'identification et recueil d'informations sur les navires en transit, ainsi que des exercices de tir de différents calibres. À cette occasion, je tiens à remercier le chef d'état-major général des armées et chef suprême également des armées, Ismaël Omar Guelleh, le ministre de la Défense chargé, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées, pour le soutien indéfectible. Et nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Anissa Hersi Hassan, qui était l'épouse du défunt Laurent Saïd Dirié, premier instituteur à Djibouti, né à Djibouti. Anissa Hersi s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 63 ans à l'hôpital général Pelletier. Après ses études, Madame Anissa Hersi a été embauchée comme agent comptable à la première banque ouverte dans la région de Dikil. Anissa Hersi laisse derrière elle 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec ce sommet Union européenne, Union africaine, un partenariat renouvelé malgré des divergences. Après 2 jours d'intenses discussions, le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine s'est clos sur une note positive.
Les dirigeants ont défini le contour d'un partenariat renouvelé. Des investissements majeurs ont été annoncés. Reste à voir quel sera l'impact concret de cette rencontre pour les populations en Europe et en Afrique. Selon l'Union africaine, cela nécessite une refonte de la relation entre les deux continents. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité et excellente soirée à toutes et à tous.